Bonjour, je suis Delphine Zanelli. Bienvenue dans le podcast L'entreprise de demain, le podcast de tous les bâtisseurs du futur du travail. Celles et ceux qui le vivent, le créent, le questionnent et chaque jour le réinventent. Une entreprise plus vertueuse et soucieuse de son impact social pour une société meilleure. Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode. Je suis ravie de vous retrouver comme chaque jeudi et tout particulièrement aujourd'hui pour vous partager, vous faire profiter de ce dont nous avons échangé lors de la dernière conférence des auditeurs et des auditrices du podcast de l'entreprise de demain. Alors pour cette dernière conférence, il y avait plusieurs invités, mais aujourd'hui je vais vous faire partager la proposition de Marie Robert. Marie Robert, qui est philosophe, plus connue sous le nom de Philosophie Sexy, qui est également auteure. D'ailleurs, je vous recommande son dernier ouvrage, Une année de philosophie, qui se picore, parce qu'en fait, elle a repris les posts, donc elle poste chaque jour sur Instagram, et elle a repris un ensemble de posts pour faire une année de posts. Et en fait, j'adore ce type de livre, puisqu'en fait, on peut les lire, on peut en lire un le matin ou le soir, et c'est un super compagnon. Je l'ai personnellement beaucoup offert, et ça a beaucoup plu. Et donc, Marie Robert, qui est aussi d'ailleurs directrice pédagogique en école Montessori, nous fait une proposition autour de l'optimisme responsable. Alors je vais vous raconter un petit peu l'histoire, le pourquoi du comment est-ce que je vous parle d'optimisme responsable aujourd'hui et à cette conférence. En fait, j'ai entendu Marie à la soirée des Bold Women Awards en novembre 2021 répondre à une question de Sophie Fontanelle sur l'optimisme. Et elle a fait cette réponse sur l'optimisme responsable que vous allez découvrir de manière plus élaborée aujourd'hui, qui m'a beaucoup parlé, que j'ai d'ailleurs partagé à l'époque sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn en particulier aussi. Et puis, j'ai fait une première conférence des auditeurs et auditrices du podcast en octobre 2022. Et lors de cette conférence, la thématique c'était quelle entreprise voulons-nous demain ? Et nous étions d'ailleurs accueillis par Yann Glever, qui co-dirige l'Open Mind, qui nous a fait vraiment l'amitié, le cadeau de nous accueillir. Et à la fin de cette conférence, Yann, très enthousiaste sur tous les échanges qu'il y a pu avoir, aussi bien avec les intervenants qu'entre les participants, m'a dit « on refait ça » parce que l'Open Mind, c'est un lieu où on fait fonctionner l'intelligence collective, où on se rencontre, où on passe des bons moments, donc j'ai envie de le refaire. Et j'ai dit à Yann, banco, ok. Il m'a dit, on le fait en janvier. Et là, je me suis dit, janvier, de quoi va-t-on parler, janvier 2023 ? Et je me suis dit, finalement, on est quand même dans un contexte de guerre, de crise, compliqué, très anxiogène, avec des problématiques de santé mentale fortes. Et dans ce contexte, je trouve qu'une des postures clés du leader, c'est l'optimisme responsable. Et là, vous imaginez à qui j'ai pensé immédiatement, à Marie Robert. Donc j'ai contacté tout de suite Marie, qui m'a fait l'amitié de me dire « Banco, on y va, j'adore ce thème ». Voilà, donc la conférence qui devait avoir lieu en janvier a finalement eu lieu en février, donc vous avez aujourd'hui ce retour. Donc j'ai capté l'intervention de Marie. Elle a été complétée d'un débat que nous avons eu avec Caroline Elbaz des RH d'Oracle France, que vous avez déjà entendu sur ce podcast, également de Yann Glever dont je vous parlais. Par contre, pour des problèmes de son, aujourd'hui vous n'aurez que Marie. Yann, malheureusement, je n'ai pas pu le capter, mais j'ai capté différemment Caroline, et à l'occasion, je vous partagerai également ses propos qui étaient extrêmement éclairants. Donc aujourd'hui, on va se concentrer sur l'écoute de la proposition de Marie, très complète, son regard de philosophe sur l'optimisme responsable. Et juste avant de vous laisser écouter l'épisode, je vous rappelle quand même 2 choses essentielles. La première, c'est que ce podcast a maintenant une newsletter, les coulisses de l'entreprise de demain, qui sort une fois tous les 15 jours, et qui vous permet de tout savoir sur les coulisses, comme son nom l'indique, mais aussi de pouvoir que je vous fasse partager un petit peu mes réflexions, mes coups de cœur pour d'autres contenus ou podcasts, parfois corrélés très directement à l'entreprise de demain, parfois moins, mais qui me nourrissent aussi.
pour aussi pouvoir vous partager ce qui va arriver. Et enfin, cerise sur le gâteau, quand je sors des podcasts minutes du lundi, et là je vous donne un scoop, je vais sortir une série prochainement sur les questions les plus compliquées, chaudes que vous vous posez en tant que manager, que j'ai recueilli auprès de nombre d'entre vous. Et donc dans ces épisodes assez didactiques, on a souvent envie de prendre des notes, et bien en fait ces notes je les mets dans la newsletter. Comme ça vous permet, quand vous l'écoutez en mobilité, d'avoir une trace. Et si vous voulez vous abonner à la newsletter, le lien est dans les notes de l'épisode. Et la deuxième chose que je voulais vous dire qui est très importante aussi, c'est que pour que ce podcast se poursuive, se développe et que je continue à vous proposer des invités qui vous plaisent, eh bien, il est essentiel que vous notiez le podcast sur les plateformes, donc aussi bien Spotify que Apple Podcasts, et que vous mettiez des commentaires sur Apple Podcasts. J'en ai eu pas mal ces derniers temps, et à la fois, forcément, pour moi, c'est extrêmement utile et agréable d'avoir vos retours, mais je trouve que c'est aussi utile aux personnes qui cherchent des podcasts pour savoir de quoi ils retournent. Voilà. Donc, assez parlé, je vous laisse écouter Marie. Je vous souhaite un excellent épisode et je vous dis à bientôt. Bonsoir à tous. Je suis toujours aussi surprise quand des gens acceptent de faire de la philosophie à l'heure de l'apéro. Déjà le matin très tôt, je suis surprise, mais encore plus. Donc merci de venir, de prendre ce temps-là pour effectivement essayer d'explorer une notion. Alors, avant de parler d'optimisme responsable, en écrivant, en préparant quelques notes, il faut déjà se mettre d'accord sur cette étrange notion qu'est l'optimisme. Alors, je ne sais pas dans quel état d'esprit vous êtes venu, je ne sais pas comment vous pourriez le définir, quel mot vous mettez sur l'optimisme, mais l'optimisme aujourd'hui n'a pas forcément bonne presse. Pourquoi l'optimisme n'a pas bonne presse ? Parce que voir la vie en rose ou le verre à moitié plein, aujourd'hui, n'est pas franchement dans la tendance du moment. Comment être optimiste face au chaos du monde ? Comment être optimiste face à l'urgence climatique ? Comment être optimiste face au déboire économique, face à la menace terroriste, face à tout ce qui, finalement, vient réduire notre espace et notre espace, justement, d'élan. Donc évidemment, être optimiste, et on en parlait tout à l'heure avec Delphine, notamment pour les jeunes générations, et je sais que c'est un sujet qui touche certains d'entre vous, c'est d'autant plus difficile parce que ça peut passer pour de l'inconscience. Alors la question qu'on va se poser ensemble ce soir et que je vous adresse aussi, moi je vais juste vous dérouler une histoire de la pensée, mais cette question elle nous concerne, c'est est-ce que être optimiste c'est un cruel manque de lucidité ? C'est ne pas être conscient justement de ces enjeux, ou est-ce qu'à l'inverse, c'est la seule posture qui vaille pour essayer de continuer, d'avancer, de bâtir, de réinventer, de déconstruire, de réinventer les systèmes. Donc moi, je vais juste me proposer, comme toujours, d'être le relais, puisque ça fait quand même 2000 ans qu'on réfléchit à des notions et toujours un peu les mêmes. Est-ce inquiétant ou est-ce rassurant ? Je n'en sais rien. Mais en tout cas, ça fait un certain temps qu'on réfléchit à ce thème-là. Donc pour commencer, juste pour, si on se demande ce qu'est l'optimisme, même si je pense que vous avez tous une définition, l'optimisme, ça vient tout simplement du latin optimum. C'est le moment où je fais en plus de l'étymologie et du latin à 19h. L'optimum, et l'optimum, ça désigne chez l'être humain un état d'esprit qui est la perception positive du monde. Donc c'est littéralement, mot pour mot, percevoir le monde positivement. Point. Alors évidemment, donc on comprend que l'optimisme, si c'est percevoir le monde positivement, ça veut dire percevoir ce qu'il y a de meilleur dans le monde. Puisque ça ne veut pas dire que tout est bien, ça veut dire qu'on adopte un regard qui va pas se concentrer sur le câble qui manque, mais qui va se concentrer sur la jolie lumière, sur telle ou telle chose. Donc c'est une disposition à non seulement chercher la beauté, être capable de percevoir la beauté autour de nous, mais aussi à mettre de côté, effectivement, les embarras présents ou ce qui peut être problématique pour l'avenir. Donc, plus qu'une réalité, parce qu'il n'y a pas une situation optimiste. C'est ça qui est très curieux. Et c'est ça qu'il faut comprendre avant de percevoir la suite. Plus qu'une réalité, c'est une disposition d'esprit. C'est vraiment une manière de voir les choses. Donc, ça devient, comme c'est une disposition d'esprit, au fur et à mesure, ça va devenir, et c'est pour ça que c'est très lié, une sorte de philosophie
dans lequel le bon et le bien tiennent plus de place que le mal. Donc être optimiste, ce serait ça, voir le meilleur, faire perdurer cette disposition d'esprit et se dire qu'on appartient à un monde dans lequel il y a plus de bon et de beau et de bien que de mal. Alors peut-être qu'on a très envie d'y souscrire, mais on voit tout de suite le problème. Et dans l'histoire de la pensée, autant vous dire que ça a été l'objet d'une énorme bataille depuis vraiment, voilà, vous allez voir qu'on traverse des époques, mais d'un vrai conflit. Est-ce qu'on peut percevoir le monde dans ce qu'il a de plus beau, dans ce qu'il a de meilleur, dans ce qu'il a de plus louable, ou est-ce qu'au contraire, il faut adopter la posture inverse pour transformer les choses et transformer les systèmes? Donc le tout premier, l'optimisme dans l'histoire de la philosophie, mais dans l'histoire de nos réflexions. Et pourquoi je replonge dans l'histoire? Parce qu'on est tous héritiers de cette vision-là. Le tout premier à faire de l'optimisme une notion, c'est finalement Socrate. Et à la fin de son procès, donc je ne veux pas vous faire toute l'histoire de la philosophie et du procès de Socrate, parce que là on est mal barré, on n'a pas fini. Mais à la fin de son procès, où il est condamné, où donc il va prendre en plus une capsule de cyanure pour vraiment se suicider, donc on n'est pas dans un moment de vie très très réjouissant et très très joyeux, mais tout de même il prononce cette phrase: l'important n'est de toute façon pas de vivre, mais de vivre bien. Donc, même au seuil, au crépuscule de sa vie, même dans la condamnation la plus extrême, cette idée du vivre bien, c'est pour Socrate le sens même de la vie. Donc aujourd'hui, on est beaucoup dans des réflexions autour du sens, de quel est le sens de l'existence, quel est le sens non seulement de nos métiers, mais aussi de la manière dont on conduit les choses. Eh bien, pour Socrate, c'est tout simplement, mais je mets beaucoup de guillemets à ce simplement, c'est vivre bien. Et dans ce simplement vivre bien, Socrate, qu'est-ce qu'il met derrière ce mot de bien? C'est vivre en vertu de ses valeurs, vivre en vertu des choses qu'on croit vraiment, fondamentalement, être les bonnes. Donc vivre, c'est décider sans cesse du meilleur parmi tous les choix possibles. Et c'est pour ça qu'on dit qu'il a fondé l'optimisme. Parce qu'il dit c'est vivre bien, et vivre bien, c'est quoi? C'est faire des choix qu'on pense être les bons. Donc, bon, là, je vais y aller, je vais caricaturer, mais l'idée de l'alignement, qui est un mot très, très contemporain et qu'on entend beaucoup, c'est exactement ce que veut dire Socrate dans cette idée de choisir ses valeurs et de choisir la meilleure manière de vivre. Donc, pas uniquement au sens, évidemment, cette meilleure manière dans tous les choix possibles. Pour Socrate, c'est dans toutes les sphères de la vie, c'est-à-dire pas seulement la sphère matérielle. On préfère quelque chose de confortable que quelque chose d'inconfortable, mais c'est dans tous nos choix possibles. Choisir toujours le meilleur. Donc c'est pour ça qu'on comprend bien pourquoi il est fondateur de l'optimisme. Enfin, en tout cas, qu'il place l'optimisme comme une éthique, comme une manière de vivre. Vraiment, comme une philosophie de vie, comme une manière de vivre, comme quelque chose de très incarné. Et donc, une des premières questions, en fait, que nous soumet Socrate, c'est forcément... Et c'est l'une des premières questions dérangeantes, c'est est-ce que là, nos valeurs que nous choisissons, on a choisi de venir, on a choisi plein de trucs aujourd'hui, vous avez choisi plein de choses en ce lundi, est-ce que vos valeurs vous font vibrer? Est-ce que vous pensez vraiment que ce sont les meilleures? Ah voilà, ça commence bien. Voilà, j'étais agréable jusque-là, mais bon. Est-ce qu'on est capable, est-ce que sommes-nous capables d'agir pour ce qu'on juge vraiment être bon? Est-ce qu'on a l'impression que ce qu'on est en train de faire, c'est vraiment ce qu'on juge être bon? Est-ce qu'on est, et Socrate décline, est-ce qu'on est créateur de nos meilleurs choix? Est-ce qu'on est en train de faire les meilleurs choix? Dans notre vie intime, dans notre vie professionnelle, dans la société, dans ce qu'on est en train de faire tous ensemble autour de cette table basse. Donc, vraiment, il y a vraiment cette idée de placer l'optimisme complètement au centre. Et donc, cette pensée, elle va être fondatrice de la réflexion autour de choisir le meilleur, choisir le bon, etc. Mais on va faire un grand saut dans le temps, parce que après Socrate, l'idée d'une éthique de vie, d'une éthique du bien va se décliner, mais celui qui va donner vraiment un éclairage philosophique majeur à la notion, encore plus, parce que Socrate, il parle pas du mot optimisme à proprement parler, il parle plus du meilleur et du bien. Celui qui va vraiment y aller sur l'optimisme,
c'est Leibniz, philosophe allemand qui va exposer sa théorie de l'optimisme. On est en 1710 dans sa Théodicée. Et il l'expose de manière extrêmement simple. Il dit « Rien ne peut être aussi parfait que Dieu. Ok. Et comme Dieu est bon, eh bien le monde qu'il a créé est forcément le meilleur possible. » Donc le raisonnement, donc rien ne peut être aussi parfait que Dieu. Dieu est bon, donc le monde que Dieu crée est forcément le meilleur. Alors calmons-nous un instant, chez Leibniz, le mot Dieu, en fait, ça se limite pas à une croyance, ça se limite pas à une religion, c'est plutôt une force créatrice. Voilà ce qu'il appelle Dieu. Bon donc il y a quand même une force créatrice qui a fait en sorte qu'on est tous là ce soir chez Open Mind. Forcément cette force créatrice est parfaite, parce que sinon il n'y aurait pas eu toutes les choses. Donc forcément, puisqu'elle est parfaite, elle ne peut faire que le meilleur. Alors évidemment, cette théorie, elle va être critiquée, taillée, caricaturée, moquée, évidemment, parce que même si la logique même si ça semble logique et même si l'énoncé semble logique, évidemment, elle va non seulement beaucoup choquer, mais celui qui va le plus la caricaturer, et là je fais appel à vos souvenirs de terminale, c'est Voltaire dans Candide, qui va évidemment considérer que Leibniz, le jour où il a pu exprimer un truc pareil dans Théodicée et considérer que le monde est ce qu'il y a de meilleur, a dû omettre, et là a dû vraiment mettre les bonnes lunettes de l'optimisme, mais quand même mettre de côté 2-3 choses très dérangeantes. Donc évidemment, Voltaire s'en donne à cœur joie, et dans un personnage dans Candide nommé Pangloss, qui est censé représenter la pensée de Leibniz, il va montrer et répéter tout au long de Candide, on vit dans le meilleur des mondes possibles, évidemment le caricaturer à l'extrême en disant mais comment peut-on dire une chose pareille ? Cette pensée de l'optimisme, elle est une pensée, et il en fait un personnage non seulement candide dans la naïveté, mais presque idiot dans le raisonnement. Manque de lucidité, manque de réalisme, avec cette idée pour Voltaire que la notion d'optimisme, et en plus parce qu'il l'habille de ridicule, c'est en fait l'apanage des idiots, des simples d'esprit, mais surtout ceux qui sont incapables de regarder l'état du monde. C'est-à-dire qu'il y a presque un côté, pour Voltaire, être optimiste, c'est être complètement hors sol. Et dans sa logique, et là vous voyez qu'on a vraiment les deux camps, dans sa logique, être optimiste et donc toujours voir le meilleur, c'est pas du tout regarder la réalité, et donc c'est pas vouloir la transformer, puisqu'on se rend pas compte que la réalité est si négative. Donc du coup, on peut pas être facteur de changement, on peut pas être facteur de transformation, et je rappelle que Voltaire, on est dans un esprit des Lumières, donc il faut voir le mal pour avoir envie de le transformer. Et là, on a vraiment les deux camps quasi irréconciliables. Oui, l'optimisme, c'est on vit dans le monde meilleur, et il faut choisir le meilleur et il faut choisir le bien, et de l'autre côté, non, au contraire, il faut regarder le mal pour être facteur de transformation. Là, vous vous dites, on est mal barré, parce que s'il faut choisir un des deux camps, je vais faire un vote du public. Dans quel camp êtes-vous ? Avec les deux, l'idée que c'est une manière de vivre. Parce que dans les deux cas, Socrate, même si sa position est différente de Leibniz, c'est l'idée de dire, voir le meilleur, c'est ce qui te fait agir vers ce meilleur, pour le pérenniser, pour le faire durer. Voir le mal, c'est ce qui te donne envie de le transformer. Le philosophe Simondon, là on arrive au XXe siècle, je fais des petites ellipses, mais il faut bien qu'on avance, résume totalement comme tel, il va résumer cette position-là, il va dire l'optimisme c'est la doctrine selon laquelle la quantité totale de mal va en décroissant dans l'univers, au fur et à mesure que le temps passe, avec l'idée que le temps travaille pour l'homme, qu'il y a toujours du progrès. Le pessimiste affirme que le temps travaille contre l'homme et qu'au contraire, toutes les transformations, toutes les innovations, tout ce qui avance dans la société, en fait, au contraire, nous amène vers un monde encore plus médiocre. Donc, l'optimisme, la croyance d'un avenir meilleur, le pessimiste, au contraire, l'avenir est de pire en pire. Et il y a l'idée, et Simondon dit quelque chose d'intéressant qui nous concerne particulièrement, que les situations de crise sont des situations où les deux positionnements deviennent encore plus forts. Parce que l'optimisme va dire « mais c'est génial une crise ».
Parce qu'une crise, justement, formidable, ça nous permet de changer, ça nous permet de nous repositionner, ça nous permet de trouver d'autres portes de sortie. Le pessimiste dit, vous voyez bien la crise, on va de pire en pire. C'est la crise, au contraire, montre que nos systèmes s'effondrent et que tout s'écroule. Je crois qu'on est en plein dedans, donc il est temps d'arriver à quand même une petite, peut-être une réconciliation. Et la bonne nouvelle de ce soir, c'est quand même la réconciliation entre l'optimisme d'un côté et le pessimiste réaliste de l'autre intervient au XXe siècle. On l'a peut-être un peu oublié, donc il est temps de le raviver. Intervient au XXe siècle avec donc la naissance de ce qu'on va appeler l'optimisme responsable. Alors l'optimisme responsable, c'est une idée qui va essayer de concilier les deux. Alors ça a toujours le mauvais côté de la conciliation, hein. On peut dire que c'est peut-être pas assez tranché, mais en tout cas c'est aussi l'idée d'avancer. L'optimisme responsable, c'est de dire il y aura toujours des horreurs. Voilà, il y en a plein d'ailleurs, il y a plein d'exemples. Il y aura toujours des déboires, il y aura toujours des déceptions. Mais à l'inverse du pessimiste, l'optimiste conscient, ce qu'on dit conscient ou responsable, ça dépend des traditions philo, préférera l'action à la contemplation. C'est-à-dire que le réel présente des résistances. Et parce qu'il y a des résistances, on est obligé d'agir. Et justement, c'est pas voir le meilleur, genre oh là là, il n'y a pas de résistance. Au contraire, c'est se dire je vois les résistances et ces résistances me donnent l'opportunité d'agir. Et donc de rebondir. Et non seulement de rebondir, mais d'y trouver de la joie. Donc c'est un double mouvement, hein. C'est d'abord de la lucidité, puis l'envie de s'attaquer à ces résistances, et c'est un triple mouvement, et enfin de rebondir et de trouver suffisamment de joie pour continuer à avancer. C'est de Beckett, je ne peux pas continuer, je vais continuer. Parce que tout est insupportable, va bien falloir s'en sortir. Camus va le résumer à la position qu'il va vraiment porter, hein, elle va être la figure de l'optimiste responsable, et va dire l'optimiste responsable, c'est concilier une pensée pessimiste et une action optimiste. Ma pensée est pessimiste, parce que je me rends bien compte quand même de l'état du monde, et j'en suis suffisamment conscient pour le percevoir, mais mon action, mon agir, mon faire est optimiste puisque je fais. Si tu es pessimiste, finalement, est-ce que c'est pas un appel à l'action ? Donc pour Camus, la réflexion sur l'optimisme, elle va s'illustrer avec un des personnages qui, là encore, va vous rappeler sans doute vos souvenirs de terminale, qui passe souvent pour un personnage hyper déprimant, alors qu'en fait, c'est dans la pensée de Camus un vrai porteur d'optimisme, c'est le mythe de Sisyphe, qui, malgré l'absurdité de sa situation, je rappelle qu'on est sur quand même quelqu'un qui pousse une pierre qui toujours retombe, donc on est lundi, donc on peut s'inspirer de l'effort, cette pierre qui toujours retombe, et pourtant il continue à la pousser, et c'est comme ça que Camus déclare cette étrange parole, mais qui est très très forte en fait. Il faut imaginer Sisyphe heureux. C'est pas l'absence de mal, c'est pas l'absence d'absurdité, c'est pas l'absence vraiment de déchirement. L'acceptation qu'on peut quand même, malgré tout, choisir le meilleur et choisir de pousser cette pierre. Donc c'est une attitude qui est une attitude de croyance, d'action, de croyance et de lutte, en fait. Parce qu'au fond, faut le tenir, quoi. Faut avoir envie de remonter son rocher en sachant qu'il va retomber. Donc c'est quelque chose, en fait, d'extrêmement fort et qui ancre vraiment les deux pieds. Donc c'est une attitude qui est presque proche de celle qu'on peut retrouver dans d'autres traditions. J'en ai pas parlé avant, mais presque dans celle des stoïciens, qui disaient, il y a des choses qui dépendent de ma volonté. Ça, ok, je peux faire, je peux agir. Les choses qui ne dépendent pas de ma volonté, je ne peux pas agir. Donc, vers quoi je vais me tourner ? Vers ce qui dépend de ma volonté. Alors, certes, ce sera peut-être des micro-actions, certes, ce sera peut-être très limité, mais toujours est-il que je vais concentrer mon action vers les choses qui dépendent de moi et vers lesquelles je peux me tourner. Donc, il y a une forme Au fond, pour Camus, le mot d'ordre des optimistes, que Camus ou les stoïciens, c'est une forme d'adaptabilité. C'est-à-dire que l'optimiste, c'est celui qui va avoir la souplesse de changer de cap,
de reprendre. Alors, j'emploierai pas le terme de résilience parce qu'il est vraiment trop galvaudé, mais l'optimisme, c'est celui qui va vraiment redéfinir ses buts en fonction des résistances qu'il perçoit. Donc évidemment, plus que jamais, on parlait de l'entreprise de demain, le monde du travail nous impose plus que jamais d'être dans cette posture d'optimiste, capable justement de dire, on va transformer le système parce qu'on a été bien obligé de le transformer avec les différentes crises qu'on traverse, et pourtant on continue d'agir. On ne va pas juste rester dans l'inaction. Donc chez Camus, on est vraiment à l'épicentre du courage de l'optimisme. Parce qu'en fait, c'est une posture courageuse. Comme je le disais, Sisyphe, il faut être courageux, il faut se positionner, il faut s'ancrer. Et Delphine disait, j'avais parlé de cette notion effectivement pour les Bold Awards, pour la maison de champagne Veuve Clicquot. Et en fait, il y a cette phrase de Madame Clicquot. Je ne sais pas si vous connaissez son histoire, si vous ne la connaissez pas, c'est une figure passionnante, parce que, alors là, pour le coup, qui a mis plus de 15 ans avant de réussir à vendre son champagne, à ce que ça fonctionne, malgré les guerres napoléoniennes où tout était fermé. Enfin, on est vraiment dans il faut voir l'optimisme. Dit ceci, je crois que c'est une citation intéressante qui peut vraiment définir ce qu'est l'optimisme responsable. Mais que faire contre de pareils coups du sort ? Il faut prendre patience, attendre que la belle saison nous permette de prendre notre revanche et continuer à y croire toujours. Donc dans cette idée portée par Madame Clicquot, il y a vraiment l'idée que l'optimisme est faire le choix, je le disais au début dans la définition, c'est choisir le meilleur, comme le disait Socrate, c'est voir le meilleur, comme le disait Leibniz, mais c'est surtout agir pour le meilleur. Et c'est peut-être dans ce agir pour le meilleur que se définit vraiment la responsabilité. C'est de quelle façon sommes-nous, nous tous, porteurs du meilleur. Il ne s'agit pas de dire qu'il n'y a que ça, il ne s'agit pas de dire qu'il n'y a de voir que ça, mais il s'agit de dire qu'on est tous capables à un instant T, dans notre vie intime, dans notre vie professionnelle, dans notre vie, dans notre faire société, d'agir pour le meilleur. À un moment donné. Et donc voilà, je dirais, pourquoi l'optimisme responsable est peut-être notre planche de survie dans le monde dans lequel nous traversons, c'est de se sentir tous, dans notre développement personnel, être capables de nous développer collectivement avec justement cette posture d'optimisme responsable. Merci pour votre écoute. J'espère que l'épisode vous a plu. Faites-le moi savoir en laissant des étoiles et des commentaires sur Apple Podcasts. Cela me permet de le faire connaître, le podcast, et m'encourage à le poursuivre. Rejoignez-moi également sur le groupe LinkedIn L'Entreprise de demain pour échanger avec d'autres auditeurs, proposer des invités. Je vous donne rendez-vous jeudi prochain pour un nouvel épisode. Cette série est produite par Delphine Zanelli et Ose Masterclass. Réalisation sonore Cyril Carillon et au micro Delphine Zanelli.